Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 16e colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables. Ce colloque est un événement qui réunit chaque année à sa tribune des acteurs majeurs du monde politique, économique, industriel, de la société civile, et ce sera particulièrement vrai cette année compte tenu du casting exceptionnel de la manifestation. Bien entendu, ce colloque s'insère dans une actualité lourde sur les sujets de l'énergie et du climat, avec d'une part, ça ne vous a pas échappé, un projet de loi pour la transition, sur la transition énergétique pour la croissance verte, actuellement en cours d'examen au Sénat. Et puis évidemment, la COP21 qui se tiendra au Bourget du 29 novembre au 11 décembre. Le thème de cette journée propose de traiter simultanément deux mots, crise économique et dérèglement climatique. C'est presque une double promesse des énergies renouvelables, relais de croissance et moyen de lutte contre le réchauffement de la planète. Pour illustrer cette double promesse, une petite vidéo réalisée par le Syndicat des énergies renouvelables, Choix pour notre siècle. Si vous ne deviez retenir que quelques minutes des pratiquement 9 heures que nous allons passer ensemble aujourd'hui, il est presque certain que les 2 minutes qui vont suivre devraient en faire partie, tant les chiffres sont têtus. Savez-vous que les énergies renouvelables représentent 316 milliards de dollars d'investissement par an, qu'elles emploient 6,5 millions de personnes, dont 1,2 million en Europe, qu'elles comptent pour 22% dans le bouquet électrique mondial. Et oui, en 2013, elles ont constitué 60% des nouvelles capacités de production électrique installées. Déjà 144 pays ont affiché des objectifs de développement des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que chaque région du monde dispose d'un gisement d'énergie renouvelable et parce que chaque année, les coûts de ces formes d'énergie diminuent. Et en France, soleil, vent, bois et autres biomasses, géothermie, fleuves et rivières, mers et océans, la France est riche de ressources naturelles qu'elle est à même d'exploiter pour produire une énergie inépuisable et propre. Elle est également riche d'un savoir-faire mondialement reconnu, avec des ingénieurs et des entreprises énergétiques de tout premier plan. Deux atouts particulièrement puissants pour relancer la croissance économique. C'est ainsi que 75 000 personnes travaillent aujourd'hui en France dans le secteur. Avec un objectif de 23% d'énergie renouvelable dans notre consommation en 2020 et 32% à l'horizon 2030 dans le cadre de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, la France pourra ainsi compter 200 000 emplois dans 5 ans et 100 000 emplois supplémentaires en 2030. Forte de ces atouts, la France dispose d'un formidable potentiel industriel pour que ses entreprises se positionnent à l'international et gagnent de nouveaux marchés. Contenir les émissions de gaz à effet de serre produites par les énergies fossiles, maintenir à 2 degrés le réchauffement global de la planète tout en développant de nouvelles industries, les énergies renouvelables sont le choix qui s'impose pour l'avenir de notre planète. Jean-Louis Bal est le président du Syndicat des énergies renouvelables. Avant de lui laisser la parole, je voudrais vous demander une petite faveur. Courtoisie électronique oblige. Merci d'anesthésier vos portables jusqu'à l'heure du déjeuner. Merci pour les intervenants, merci pour vos voisins. Jean-Louis Bal. Monsieur le Premier ministre, c'est un très grand honneur et aussi un immense plaisir de vous accueillir ce jour à la Maison de l'UNESCO pour ce 16e
colloque du syndicat des énergies renouvelables. Plus d'1 millier de participants attendent avec impatience votre allocution d'ouverture. Ce colloque, devenu incontournable, permettra de dresser un panorama très large de l'actualité de nos secteurs en France et dans le monde entier. De nombreuses personnalités françaises, étrangères, ont répondu présentes. Je salue en particulier la présence des ministres allemands, camerounais, mauriciens, la présence du directeur général de l'énergie de la Commission européenne, de la directrice générale de l'AIE, du président du GIEC, du directeur général de l'IRENA, et je note en particulier l'engagement très fort et soutenu du gouvernement en votre personne, Monsieur le Premier ministre, mais également en la personne de Ségolène Royal, qui nous fera l'honneur de sa présence cet après-midi. Et cela montre tout l'intérêt que vous portez à nos problématiques. Je voudrais commencer par une petite anecdote, un clin d'œil, qui ne manquera pas de vous interpeller. Monsieur le Premier ministre, c'est la deuxième fois que le locataire de Matignon nous fait l'honneur de sa présence. La première fois, c'était le 29 mai 2000. Le Premier ministre de l'époque s'appelait Lionel Jospin et vous étiez vous-même alors un de ses conseillers. 15 années ont passé et vous voici à notre tribune. J'en suis particulièrement honoré. En 15 ans, les énergies renouvelables ont parcouru beaucoup de chemins, mais vous aussi. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord souligner une réalité mal connue en France, mais qui vient d'être illustrée par le petit film qui était présenté. Le monde connaît une révolution énergétique depuis une décennie. Et ce n'est pas celle dont tout le monde parle, ce n'est pas celle des pétroles et gaz de schiste, non. Cette révolution, c'est celle des énergies renouvelables qui se développent massivement partout sur la planète, avec des investissements annuels qui sont passés de 40 milliards de dollars en 2004 à 316 milliards de dollars 10 ans plus tard. Sachez par exemple que 60% des nouvelles capacités de production d'électricité en 2013 dans le monde sont des centrales de production d'électricité de sources renouvelables. Les trois principales sources étant à peu près à parité le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. Les statistiques de 2014 devraient être encore plus positives et je pense que Adnan Amin, le directeur général de l'IRENA, et Michael Liebrecht de Bloomberg nous apporteront des informations les plus récentes et les plus précises dans cette matinée. Du côté des énergies thermiques renouvelables, la biomasse, la géothermie, le solaire et les biocarburants se développent également de façon très soutenue. C'est une véritable mutation qui ne doit pas échapper aux décideurs publics et privés français. Alors pourquoi un tel essor des énergies renouvelables dans le monde? Tout d'abord parce que les gisements d'énergie renouvelable sont bien répartis dans le monde. Il n'existe pas de zone géographique qui soit vierge de vent, de soleil, d'eau ou de bois. La chaleur du sous-sol est omniprésente. Les mers et les océans couvrent 75% de la surface de la planète. Partout, il est possible de convertir au moins une de ces sources en électricité, en chaleur ou en carburant. Face aux incertitudes géopolitiques des énergies fossiles, les énergies renouvelables garantissent la sécurité d'approvisionnement sans fluctuation de prix dans le temps. La deuxième raison, c'est que les installations de production d'énergie renouvelable ont réalisé des progrès considérables en termes de compétitivité. Si leur développement, dans un premier temps,
a été tirée par de substantielles subventions, et particulièrement dans les pays de l'OCDE. Les plus matures d'entre elles sont devenues aujourd'hui les plus compétitives parmi les productions décarbonées et même souvent plus compétitives que les productions fossiles. Partout dans le monde, les gouvernants programment des objectifs ambitieux de déploiement de ces technologies pour passer d'un modèle énergétique fortement émetteur de gaz à effet de serre à un bouquet énergétique où les énergies renouvelables auront une place de choix. Plus de 140 pays sur les 195 membres des Nations Unies se sont déjà fixés des objectifs de développement de ces formes d'énergie. On ne peut plus considérer qu'il s'agit là d'une lubie de pays riches. Nous sommes en face d'un mouvement fondé sur une réalité économique solide, d'autant plus durable que des progrès technologiques et économiques sont encore à venir. Alors j'entends ici les esprits chagrins nous rappeler la récente et soudaine baisse du prix du pétrole qui justifierait le relâchement et l'inaction. La chute, certes importante, du prix du baril doit-elle nous conduire à reconsidérer nos choix de politique énergétique? Rend-elle caduque nos analyses sur la compétitivité des énergies renouvelables? Je voudrais apporter ici quelques commentaires, quelques réponses à ces questions. La chute du prix du pétrole ne rend pas cette énergie plus nationale pour autant. Nous sommes et demeurons sous la contrainte de l'importation de ces combustibles qui grèvent si lourdement notre balance commerciale. Même si la facture énergétique s'est allégée en 2014, elle reste supérieure à 55 milliards d'euros par an. La deuxième remarque, a-t-on une quelconque garantie de la stabilité de ce niveau de prix? Je rappelle que les précédents contre-chocs pétroliers qui se sont succédés depuis 1973 ont tous été de très courte durée. Le surplus de l'offre pétrolière est aujourd'hui d'1,5 million de barils par jour au regard d'une consommation d'environ 90 millions de barils par jour. Dans le même temps, les gisements pétroliers déclinent de 5% par an. Ce sont des lois de la physique. La période donc des prix bon marché sera donc de nouveau éphémère. On comprend donc bien que l'équilibre offre-demande va inéluctablement rétablir des prix structurellement plus élevés. Enfin, troisième point, la chute des cours du pétrole brut rend-elle ces émissions de gaz à effet de serre moins nocives pour le climat? Assurément non, ne relâchons donc pas nos efforts. Alors que les énergies renouvelables garantissent une stabilité des prix, luttent efficacement contre le dérèglement climatique et sécurisent nos approvisionnements, il est nécessaire de faire de la chute momentanée des prix du pétrole et des marges de manœuvre qu'elle dégage une véritable opportunité pour accélérer la transition énergétique qui doit, avant toute chose, nous rendre aussi peu dépendants que possible des ressources fossiles dont notre pays est très faiblement pourvu. Pour en revenir aux énergies renouvelables et à leur développement partout dans le monde, la France et ses entreprises peuvent-elles concourir à cet élan industriel international? Et la réponse est oui, 3 fois oui. Nous sommes un grand pays industriel avec des compétences incontestées dans le domaine de l'énergie et en particulier dans le secteur des énergies renouvelables. Des grands groupes comme des PME et des ETI peuvent déjà faire valoir de très belles réussites à l'international qui permettent d'exporter le savoir-faire français en ingénierie ou en équipement industriel. Mais pour amplifier notre capacité à prendre ces marchés à l'international, il nous faut, avec l'aide de l'État, réunir 3 conditions. La première, c'est de disposer d'un marché domestique crédible qui donne des perspectives pluriannuelles de volume stable. Monsieur le Premier ministre, si vous ne deviez retenir qu'un seul message de notre part, ce serait celui-ci. Nos industriels
et nos porteurs de projets ont trop longtemps souffert de l'indécision publique, de la tergiversation et finalement d'une certaine pusillanimité qui a sclérosé le secteur. Je pense en particulier au solaire photovoltaïque qui a souffert des effets de stop and go. Faisons donc de la loi de transition énergétique, chère à Ségolène Royal et chère à beaucoup d'entre nous, l'expression de la volonté publique en matière d'énergie renouvelable et prenons soin d'établir, dans la foulée de l'adoption définitive de la loi, une programmation pluriannuelle de l'énergie ambitieuse et pourvue de moyens de pilotage. Pour résumer cette première condition, il nous faut donc une vision claire, nourrie des moyens de ces ambitions. Je soulignerai ici le gros travail déjà accompli en termes de simplification qu'a conduit notre gouvernement. Je salue sans nuance les nombreux pas effectués, les mesures récentes conjuguées à la sécurisation du tarif d'achat sont d'ailleurs la raison de l'embellie du marché de l'électricité éolienne. Nous pouvons pourtant aller encore plus loin. Vous pouvez compter sur notre syndicat pour travailler avec l'État sur cet aspect fondamental de la politique énergétique. Le deuxième levier est celui de l'innovation. J'entends ici et là que notre pays aurait loupé le train des énergies renouvelables. Je ne partage pas ce constat car il fait fi de la dynamique technologique qui est le sceau des énergies renouvelables et qui rappelle que nous pouvons, dans chaque filière, porter des champions nationaux. Le rôle stratégique de l'État est fondamental et indispensable, notamment à travers ce levier si puissant que sont les investissements d'avenir. Vous avez pu voir récemment, à Nantes et à Brest, que nos entreprises ont de puissants atouts dans le secteur prometteur des énergies marines renouvelables. Il en est de même dans les autres filières. Je rappelle aussi que la France a pesé de tout son poids pour que ces technologies d'avenir aient une place de choix dans le plan de relance européen dit plan Juncker, qui doit être un des leviers de la transition énergétique en Europe. La compétition étant mondiale désormais, les synergies européennes sont évidemment les bienvenues. Le troisième levier, c'est le soutien et l'accompagnement à l'export. Nous avons particulièrement apprécié le rapprochement du commerce extérieur à la diplomatie, car il nous semble opportun de pouvoir compter sur ces deux cultures pour faire avancer les dossiers de nos entreprises à l'international. Je salue également donc les échanges nourris que le syndicat entretient avec les services du Quai d'Orsay. Dans ce domaine, le diagnostic est connu. Nous avons besoin de portage et de conditions de financement compétitives. Je vais profiter de votre présence pour vous remettre en main propre, ainsi que je le ferai à Ségolène Royal cet après-midi, vous remettre nos propositions concrètes, opérationnelles, pour l'ensemble de nos filières, ce que je me permettrai d'appeler le programme de travail commun 2015 entre le CER et l'État. Monsieur le Premier ministre, la transition énergétique, si elle est une réelle opportunité économique, n'en demeure pas moins une solution opérationnelle au péril climatique. Les signaux d'alarme que le GIEC nous adresse sont connus. Le président du GIEC, Rajendra Pachauri, que je remercie pour sa participation à notre colloque, aura l'occasion de rappeler dans quelques minutes le constat de la communauté scientifique mondiale et je crains qu'une fois encore, les perspectives sont bien sombres. Mais le constat du GIEC est aussi que les solutions existent et qu'il est techniquement et économiquement possible de limiter la hausse des températures à 2 degrés centigrades à la fin de ce siècle, à la condition d'agir immédiatement. La réponse est mondiale et les énergies renouvelables sont incontestablement à l'agenda des solutions positives. Par ailleurs, écartons les solutions négatives. Nous ne résoudrons pas la problématique climatique par un chimérique exercice de contrition ou de rationnement. En effet, la décroissance n'est à notre sens pas le salut de l'humanité et l'ascétisme n'est pas un modèle de société pour notre jeunesse
dans notre pays et surtout pas dans les pays émergents ou en développement. Si l'efficacité énergétique, qu'il ne faut pas confondre avec la décroissance, est un socle qu'il faut promouvoir, le développement d'une production d'énergie aux impacts minimes sur l'environnement réunit la nécessaire action pour limiter notre empreinte écologique et climatique et la réponse aux légitimes besoins du plus grand nombre. Nous sommes donc dans la philosophie des solutions organisationnelles, techniques et économiques. Nous pensons que nos solutions nourrissent une vision positive d'une économie vertueuse pour le climat et la planète. Le succès de la prochaine conférence pour le climat que la France a le courageux mais périlleux honneur de présider passera par l'acte fondateur d'un plan de déploiement de solutions techniques dont les énergies renouvelables seront les fers de lance. Le syndicat des énergies renouvelables, avec plusieurs partenaires, travaille à l'élaboration de ces solutions et nous serons présents en décembre prochain lors de la conférence que la France a l'honneur d'accueillir pour en faire la démonstration. Je voudrais remercier donc l'ensemble des intervenants de la journée qui vont nourrir une réflexion passionnante et en particulier mon ami Éric Orsena qui a accepté pour la 4e fois consécutive d'être le chef d'orchestre de notre matinée. J'ai la chance, Monsieur le Premier ministre, d'avoir passé un contrat à durée indéterminée avec un immortel. Et je donc place toute ma confiance en Éric pour assurer donc cette réflexion de la matinée. Et maintenant, Monsieur le Premier ministre, je vais vous céder la parole. Messieurs les ministres, messieurs les parlementaires, monsieur l'immortel, monsieur le président du syndicat des énergies renouvelables, cher Jean-Louis Bal, mesdames, messieurs, je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir invité à ce 16e colloque du syndicat des énergies renouvelables. Vous le disiez à l'instant, la dernière fois qu'un Premier ministre a ouvert cet événement, c'était en 2000 avec Lionel Jospin et je suis donc heureux de constater que j'avance au rythme des énergies renouvelables. Mais je ne sais pas pour ce qui me concerne, en tout cas, depuis, les énergies renouvelables ont pris, elles, de l'ampleur. Elles ont trouvé leur place et depuis 2003, le parc éolien français a ainsi été multiplié par 42. Et depuis 2006, le parc photovoltaïque par 1300, même si nous savons que ces chiffres aussi cachent une autre réalité que vous avez vous-même signalée. Alors disons que ce n'est pourtant que le tout début. Nous sommes en effet au commencement de transformations profondes dans notre manière de produire de l'énergie. C'est, et nous le voyons bien, une nouvelle frontière vers laquelle nous devons tous ensemble nous diriger. Si les énergies renouvelables ont amorcé leur essor, c'est grâce, je crois pouvoir le dire très sincèrement, à la qualité de votre dialogue. Vous tous, industriels, scientifiques, experts, élus, vous avez su travailler ensemble, développer et mettre en œuvre des solutions innovantes. Des solutions permettant de réduire le recours aux énergies fossiles et donc de lutter contre le réchauffement de la planète. Mesdames, Messieurs, vous connaissez comme moi les impératifs de notre temps. Les derniers rapports sur le climat nous les ont encore rappelés. L'homme et son mode de vie, de consommer, de se déplacer, l'utilisation du pétrole, du charbon, du gaz ont un impact majeur sur le changement climatique. L'année 2014 a battu tous les records de chaleur. Si nous continuons sur cette voie, les températures mondiales
auront augmenté de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, produisant alors des effets irréversibles sur notre milieu naturel. D'ailleurs, nous avons déjà pu malheureusement constater les premiers effets du réchauffement de la planète. Les événements, disons les catastrophes climatiques à répétition, les fontes de glaciers, la montée des eaux en sont les symptômes. Ces perturbations, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, réduisent la biodiversité et donc la richesse de notre planète. La question qui nous est posée est une question lourde, grave, unique même, l'avenir de l'humanité. Il nous faut donc, à tous les niveaux, agir. Car, soyons conscients d'une chose, le coût de l'inaction serait très supérieur à celui des efforts que nous devons consentir aujourd'hui. C'est le message que nous adresse le groupe international des experts et du climat et, à mon tour, je salue son président, Rajendra Pachauri, qui est avec nous aujourd'hui. Agir, c'est miser sur les énergies renouvelables. Non seulement elles sont rentables, mais, comme vous le rappeliez, cher Jean-Louis Bal, elles mettent les territoires sur un pied d'égalité. Car quel pays ne dispose pas de vent, de soleil, de géothermie? Les énergies renouvelables permettent également de diminuer les inégalités. Les phénomènes climatiques que je mentionnais frappent toujours plus durement les populations les plus graves. Nicolas Hulot, avec qui je discutais il y a quelques jours, me rappelait cette évidence. Il revenait d'un déplacement aux Philippines. Ils ont déjà des effets sur les mouvements de population. Les Nations Unies recensent des dizaines de milliers de réfugiés climatiques. Limiter nos émissions de CO2, c'est nous interroger à long terme sur la façon dont nous vivons. Mieux penser les villes pour être moins dépendants de l'automobile, mieux recycler, mieux préserver l'environnement et la biodiversité. Nous devons donc, pour dire les choses autrement, réinventer notre modèle de croissance. Et je dis bien, en faisant écho à vos propos, je dis bien de croissance. On entend souvent que les régulations environnementales seraient un frein à la croissance. C'est faux. Limiter nos émissions de CO2, cela ne veut pas dire arrêter de produire. Cela veut dire produire autrement, produire mieux et aussi moins consommer de ressources naturelles. La croissance verte, les technologies durables sont autant d'opportunités, autant de nouveaux marchés sur lesquels la France est déjà compétitive. J'ai eu l'occasion de me rendre compte, il y a 2 semaines de cela, lors de mon déplacement en Chine, où les grands groupes français ont su mettre en avant leur savoir-faire. Développer les énergies renouvelables est donc une question de volonté politique, mais aussi de moyens. Les deux sont liés. Je souhaite que nous revoyions nos modèles de subvention aux énergies. Aujourd'hui encore, les énergies fossiles bénéficient de 4 fois plus d'aides dans le monde que les énergies renouvelables. Au regard de l'urgence, cette situation est incompréhensible. La lutte contre le réchauffement climatique, mesdames et messieurs, ne portera ses fruits que si tous les pays travaillent de concert. C'est bien à l'échelle de la planète qu'il faut agir pour obtenir des résultats. Et nous le savons, c'est désormais notre responsabilité à tous de le faire savoir. Une nouvelle diplomatie verte se met en place et, avec la conférence Paris Climat 2015, la France est à la pointe de ce combat. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, et Ségolène Royal, la ministre chargée de l'écologie, sont pleinement impliqués pour mobiliser en France et dans le monde. Mobiliser les acteurs gouvernementaux, mobiliser les ONG, les associations, mobiliser les entreprises, mais mobiliser aussi, et pour nous Français, c'est un défi considérable pour cette année, mobiliser toute la société autour de ce rendez-vous. Un accord ambitieux et responsable doit être signé à l'issue de cette conférence en décembre prochain. Il y a encore du chemin à faire et nous connaissons tous les obstacles qui peuvent empêcher cet accord. En tout cas, soyez assurés que la France, son gouvernement, sous l'autorité du président de la République, fera tout ce qui est possible pour arriver à un accord ambitieux et responsable.
Cela implique de prendre en compte la spécificité des situations, car le problème ne se pose pas de la même manière dans les pays développés et dans les pays en développement. Cela implique également de rassembler autour de cet accord les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et je pense notamment aux États-Unis et à la Chine. Et comme vous le savez, la Chine fait face à de lourds problèmes de pollution. Chaque année, pour répondre aux besoins énergétiques de plus d'1,4 milliard d'habitants, la Chine installe à peu près l'équivalent de la puissance électrique de la France. Pour cela, elle a recours aux énergies fossiles. Mais ce que l'on sait moins, mais que vous savez parfaitement, c'est qu'il est aussi le premier pays au monde pour les énergies renouvelables, aussi bien en tant que producteur qu'en tant que consommateur. Alors oui, moi je ne veux pas douter que la Chine agit. Je sais et j'espère qu'elle saisira l'opportunité de la conférence Paris Climat 2015. Le président Xi Jinping et le Premier ministre chinois, Li Keqiang, l'ont confirmé, l'ont affirmé à plusieurs reprises. Les échanges internationaux ne se limitent pas, bien entendu, à la Chine. Laurent Fabius et Ségolène Royal travaillent à cette mobilisation internationale. C'était le cas à Lima, il y a quelques semaines. Ils étaient aussi en Inde, la semaine dernière, lors du Forum mondial du développement durable, pour évoquer l'accord de décembre et les moyens de le rendre aussi ambitieux que possible. Et nous savons que l'Inde aura également un rôle important et devra assumer ses responsabilités dans ce domaine. La France est mobilisée, mais pour peser sur la scène internationale, vous le rappeliez, Monsieur le Président, la mise en place d'une Europe de l'énergie est indispensable. Le Président de la République vient de le rappeler récemment. L'union de l'énergie doit se concrétiser. Pour être efficace, les 28 politiques énergétiques doivent toutes aller dans la même direction. Nous avons perdu du temps, il faut uniquement se rappeler de documents, il y a plus de 15 ans, que Jacques Delors avait pu émettre. Pour être ambitieuse, donc, l'Europe de l'énergie doit se donner 3 objectifs. D'abord, la lutte contre le dérèglement climatique, je viens de l'évoquer. Ensuite, la question de notre sécurité d'approvisionnement. Elle est essentielle, car l'Union européenne importe 53% de l'énergie qu'elle consomme. La crise libyenne n'est pas si ancienne et aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, l'actualité ukrainienne nous rappelle l'importance de ce sujet. Enfin, troisième objectif, c'est celui de la compétitivité de notre énergie. Et pour atteindre ces objectifs, il faut adapter le marché de l'électricité au développement des énergies renouvelables. Le marché européen actuel a été conçu pour les moyens classiques de production d'énergie, nucléaire, thermique et hydraulique. Il faut adapter nos règles pour faciliter la progression des énergies renouvelables. Et c'est tout l'enjeu du mécanisme de capacité proposé par la France. Il est également nécessaire de développer les filières d'excellence dans les énergies renouvelables. Vous êtes pour cela en première ligne et vous savez que mon gouvernement soutient ces initiatives. Je me suis rendu, vous l'avez rappelé, récemment à Nantes, aux Assises de la mer, à Saint-Nazaire ou à Brest, pour constater aussi le potentiel de nos entreprises dans le domaine des énergies renouvelables, maritimes et offshore. J'ai pu constater les progrès précisément accomplis dans les énergies marines, dans l'éolien offshore donc, comme dans les hydroliennes. Il est aussi fondamental de développer les réseaux électriques et gaziers et les interconnexions. J'inaugurerai la semaine prochaine, vendredi, la nouvelle interconnexion électrique France-Espagne avec le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. C'est, je le crois, une avancée considérable. Il faut enfin redonner vraiment un prix au carbone, tout en tenant compte de nos industries. Car il n'est pas question qu'elles s'en aillent hors d'Europe. Ce serait néfaste pour l'emploi comme pour l'environnement. Telles sont donc les conditions pour construire l'Europe de l'énergie que le président de la République appelait déjà de ses vœux dans ses engagements de candidat en 2012. L'Europe, je tiens à le souligner, est déjà à l'initiative sur ces sujets. Elle doit le rester et c'est à nous tous
de nous engager. Il n'y aura pas d'avancée majeure en matière de développement durable sans concertation, sans échanges internationaux. Les échanges diplomatiques, j'en ai parlé, mais également les échanges économiques. Dans ce champ, l'expertise de la France, même si ce n'est pas le seul pays, et de ses entreprises est, me semble-t-il, reconnue. La compétence d'Areva et d'EDF dans le nucléaire, mais aussi dans le domaine des énergies renouvelables, n'est plus à démontrer. Et je salue le travail qu'elle réalise. Je voudrais saluer également l'énergie et le dynamisme de toutes ces entreprises qui conçoivent et développent les nouvelles technologies propres. Beaucoup sont représentés aujourd'hui, des start-up, des micro-entreprises, des grands groupes et des petites et moyennes entreprises. Et je salue, nous en parlions il y a un instant, Akuo, qui vient de signer un accord majeur en Indonésie. J'avais rencontré cette entreprise à Brest il y a donc quelques semaines. Toutes ces entreprises, et cet exemple en est une belle démonstration, agissent et toutes agissent pour l'excellence française. Nous devons être attentifs à les soutenir, notamment sur la question des prix. Il y a des différences avec d'autres pays qui sont en avance, qui doivent être comblées. 2015 sera en France donc une année verte, et ça ne doit pas être la seule année verte des prochaines années. De nombreux chantiers ont été engagés. Ils jalonnent notre parcours jusqu'à la conférence Paris Climat 2015. La France, c'est l'exigence affirmée par François Hollande, la France doit être exemplaire. Le débat parlementaire sur la loi de transition énergétique a repris avant-hier au Sénat. Et je me félicite du travail constructif que les sénateurs ont déjà réalisé. Ce projet organise la complémentarité de nos énergies, nucléaires et renouvelables. Et sortons de ces débats stériles sur le nucléaire, car je note trop souvent que les médias s'intéressent principalement à cela. Nous avons fixé un objectif pour 2025, 50% de nucléaire dans notre production électrique, et c'est cet objectif-là que nous devons atteindre, mais le nucléaire gardera une part importante dans notre bouquet énergétique et reste, nous le savons, une filière d'avenir. Mais cette loi permettra également de réduire notre dépendance aux produits pétroliers. Elle est une première étape qui sera suivie par l'élaboration de notre stratégie nationale bas carbone. Nos objectifs en matière d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie en découleront directement. 2015 sera aussi l'année de nos premières programmations pluriannuelles de l'énergie. Il s'agit de fixer des objectifs précis sur le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, la méthanisation. C'est indispensable pour que les filières industrielles, mais aussi les filières agricoles, disposent d'une visibilité sur le long terme. Elles pourront ainsi se développer plus sereinement. 2015 sera également l'année du chantier ouvert par le président de la République et le gouvernement sur ce que nous appelons le dialogue environnemental et la démocratie participative. Je le disais il y a une semaine à peine devant le Conseil national de la transition écologique. L'enjeu pour le pays est simple, montrer que l'écologie et l'économie, l'écologie et la compétitivité, l'écologie et la croissance ne sont pas opposées. Au contraire, l'économie verte, c'est un vivier d'emplois non délocalisable par ailleurs, et c'est donc un levier pour la croissance. La construction de nouvelles infrastructures n'est pas non plus incompatible avec nos préoccupations écologiques. Et pour permettre à des projets d'être conçus et mis en œuvre de manière apaisée, nos procédures doivent être plus transparentes et elles doivent mieux associer les citoyens. C'est ainsi que nous avancerons et ainsi que nous ferons aboutir des projets. Il faut également, vous l'avez rappelé, simplifier notre droit. Trop souvent, l'énergie renouvelable, dans toutes ses formes, éolienne, hydroélectricité, biomasse, biocarburants, cette énergie fait l'objet de recours, de campagnes en raison de conflits d'usage, de débats infinis sur l'esthétique. Je pense à l'éolien,
décrié par des opposants qui s'érigent souvent, sincères d'ailleurs, en défenseurs des paysages. Et pourtant, ces énergies renouvelables sont absolument nécessaires. La France, donc, ne sera pas immobile. Nous devons agir, nous devons réformer, nous devons trouver des solutions à ces divergences. Et la loi sur la transition énergétique, sans doute l'un des textes les plus importants de ce quinquennat, sera pour cela un moment fondateur. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le réchauffement climatique réclame que nous agissions en même temps sur tous les leviers que nous disposons. Et les énergies renouvelables sont donc un levier considérable. Et s'il n'y a qu'un seul message à retenir de mon intervention, c'est bien celui-ci. L'action du gouvernement est déterminée et, je pense pouvoir le dire, mais avec modestie et lucidité, elle porte déjà ses fruits. RTE, notre réseau de transport d'électricité, l'a rappelé. La puissance éolienne installée a progressé de plus de 50% en 2014 par rapport à 2013, et cela représente 963 mégawatts. Sur la même période, la production d'énergie renouvelable électrique a atteint près de 20% de la consommation. Hors hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, il ne doit plus connaître les zigzags de ces dernières années, et la bioénergie ont dépassé la production du parc thermique. Et grâce aux mesures de simplification juridique qui doivent bien s'appliquer, qui doivent être bien respectées, en 2014, la France a enrayé la chute des installations constatée depuis 2011, mais je mesure encore les progrès qu'il nous faut accomplir. La France, en tout cas, est sur la bonne voie, sur la voie de la transition énergétique, et il faut continuer sur cette lancée. Les chantiers qui s'ouvrent à nous sont nombreux et passionnants. Nous devons identifier de nouvelles zones pour l'éolien offshore. Nous devons également faire un premier retour d'expérience sur la méthanisation et aller plus loin, étudier les bonnes pratiques à mettre en place, les manières dont le soutien peut être adapté, car je n'ignore pas qu'il subsiste des difficultés. Nous devons adapter les soutiens financiers pour atteindre nos objectifs, notamment pour le photovoltaïque. Parler des chantiers qui nous attendent, c'est identifier les premières avancées, c'est donc reconnaître le rôle précurseur des Outre-mer. Elles doivent constituer des vitrines technologiques grâce au stockage de l'énergie, grâce à l'énergie thermique des mers. C'est tout le travail mené par Ségolène Royal qui sera en effet présente ici cet après-midi. La lutte contre le réchauffement climatique exige également que nous agissions dès aujourd'hui. C'est le rôle de tous les Français, je le rappelais. Nous devons faire évoluer nos habitudes et nos pratiques, progressivement, mais durablement. Et c'est un débat dont chacun doit se saisir. Et moi, je salue toujours comme un fait très important qu'un grand intellectuel, qu'un grand écrivain passionné par ces questions de l'énergie, de l'eau, par les questions du développement au Sud, qu'un grand intellectuel comme Éric Orsena soit à la pointe de ce combat, parce qu'il ne s'agit pas uniquement que les experts, que les entreprises s'intéressent ou portent ces débats, même si c'est essentiel. C'est donc votre rôle, votre responsabilité de continuer à œuvrer pour le développement résolu et financièrement soutenable des énergies renouvelables. Et je sais que vous le faites tous les jours, car je sais combien ce sujet vous tient à cœur, chacun dans votre domaine. Soyez donc assurés que le gouvernement vous apportera tout son soutien dans cette entreprise, car nous savons combien elle est essentielle. Je vous souhaite, parce que moi je vous quitte immédiatement, c'est le lot d'un Premier ministre, je le disais, d'ouvrir ou de conclure ce type de colloque, mais je sais que ce qui est essentiel, ce sont les débats que vous aurez tout au long de cette journée. Et moi, Monsieur le Président, je l'ai bien compris, je ne sais pas où je serai, mais je vous donne rendez-vous dans 15 ans. Merci beaucoup.